Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 octobre 2025 et nos chers amis Trita Parsi et l'ambassadeur Chas Freeman se joignent à nous aujourd'hui. Bon retour parmi nous. Bienvenue à vous. Ravi de vous voir, Trita. Ouais, Ravi de te voir aussi. cela fait un moment, Trita. Commençons, monsieur l'ambassadeur, par le cas de l'accord de paix à Gaza, en Palestine. Voici ce que nous avons appris des responsables du Hamas. Ils parlent de l'accord de paix, du désarmement du Hamas. Et voici ce qu'il a dit. Nous croyons et espérons que le président Trump continue d'intervenir personnellement et d'exercer une pression maximale sur Netanyahou afin qu'il remplisse ses obligations. D'abord, conformément à l'accord, et ensuite, selon le droit international en tant que puissance occupante. Car je pense que sans cette pression, sans cette intervention personnelle du président Trump, cela n'arriverait pas. Nos armes ne seront remises qu'entre les mains d'un État palestinien et nos combattants pourront être intégrés à l'armée nationale palestinienne. Avant cela, personne n'a le droit de nous refuser le droit de résister à l'occupation par tous les moyens. Vous voyez, c'est la position officielle du Hamas. Je pense tout d'abord qu'il ne s'agit pas du tout d'un accord de paix. C'est un cessez-le-feu, semblable au précédent. Son seul élément concret est l'échange de captifs, des otages des deux côtés. Je remarque que les Israéliens refusent de libérer quiconque au sein de la direction palestinienne qui pourrait être en mesure de faire avancer la paix entre Israéliens et Palestiniens. Marwan Barghouti, par exemple, a été explicitement maintenu dans une prison israélienne. Le porte-parole du Hamas a tout à fait raison. Les peuples sous occupation ont le droit de résister en vertu du droit international, y compris par la résistance armée. Tant qu'il y aura une occupation, il y aura une résistance. Par conséquent, un accord en 20 points qui ne traite pas du tout de cette question, et qui, en conclusion, au point 20, dit en substance que si tout le reste est favorable à Israël, on pourra alors parler d'un second État, un État palestinien, ne résout en réalité rien. Ce n'est pas du tout un chemin vers la paix. Je suis très pessimiste quant au fait que cet accord, dans la mesure où c'en est un, tienne car il est très clair qu'il existe des divergences majeures entre les Israéliens et les Palestiniens. Je sais que Jared Kushner a déclaré aujourd'hui dans le New York Times que l'art de la négociation consiste à amener les gens à dire oui, puis à régler les détails plus tard. Eh bien, cela peut fonctionner dans une transaction financière ou un projet immobilier, mais cela ne fonctionne pas lorsqu'aucun intérêt commun n'a été établi entre les parties, ou lorsque l'on ne joue pas le rôle de médiateur, mais que l'on tente d'imposer un accord aux deux camps. De toute évidence, le président Trump a exercé une forte pression sur le Premier ministre Netanyahou. C'est inhabituel, il l'a fait en privé. Nous n'avons aucune idée de la fermeté dont il a fait preuve, ni de ce qu'il a menacé, mais les faits ne confirment pas le langage optimiste du porte-parole du Hamas, à savoir qu'ils peuvent compter sur le président Trump pour forcer Israël à engager un processus de paix. Israël n'a pas accepté l'idée d'un État palestinien comme objectif. Il n'a même pas accepté de se retirer entièrement de Gaza, selon un calendrier, et il continuera à contrôler Gaza. Nous verrons un premier test de cela, non seulement avec la livraison des 600 camions censés entrer à Gaza, avec de la nourriture et des fournitures médicales, mais aussi pour savoir si Gaza est ouverte à la presse, car Israël a tué 220 journalistes et ne veut pas que la presse à Gaza voit ce qu'il fait. Et ma prédiction, que Trita corrigera sûrement, est qu'il y aura une violation du cessez-le-feu. En réalité, il y a déjà eu une explosion à Gaza après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Mais il y aura une violation d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ce sera le fait de quelqu'un d'autre, mais cela sera attribué au Hamas, qui a été diabolisé avec succès. Et cela servira à justifier la reprise du génocide par Israël, que Bezalel Smotrich a déjà appelé de ses vœux. Donc je ne pense pas qu'il y ait ici un véritable accord. Je pense qu'il s'agit d'un échange d'otages, et je ne vois pas en quoi cela mènerait nécessairement quelque part. Et cela ne mènera certainement à rien si le président Trump reste redevable à ses soutiens israéliens, et comme l'a dit Benjamin Netanyahou, sous le contrôle de Netanyahou. Trita, go ahead. Merci. Je pense, Chas, que ton scepticisme est tout à fait justifié. Le bilan est très clair. Nous avons eu une situation similaire en janvier de cette année, un accord en 3 phases. Les Israéliens ont clairement indiqué dès le départ qu'ils n'étaient même pas intéressés par la deuxième phase. Et en mars, ils ont saboté le cessez-le-feu, annulé l'accord dans son ensemble, et l'administration Trump a blâmé le Hamas tout en disculpant Israël. Avec un tel bilan et bien d'autres éléments, je pense qu'il y a de solides raisons d'être très sceptique. Une grande partie du langage utilisé dans les médias en ce moment est extrêmement indulgente, pour ne pas dire plus. Mais permettez-moi aussi de suggérer une voie potentiellement moins problématique. Il est tout à fait clair qu'il ne s'agit pas d'un accord de paix, car il ne s'attaque même pas à la question centrale, à savoir l'occupation. On ne peut pas avoir la paix, même dans le meilleur des cas, si tout est mis en œuvre, car on reviendrait simplement à la situation d'avant le 7 octobre, qui comportait encore l'occupation et tout le reste, c'est-à-dire les éléments mêmes qui ont alimenté le conflit dès le départ. Mais je pense qu'il y a des raisons de croire que cette fois-ci, Trump sera moins tolérant envers le sabotage israélien qu'il ne l'a été la dernière fois. La principale raison est que les Israéliens ont surréagi. Ils se sont surexposés et sont allés trop loin avec l'attaque contre Doha. Cela s'est vraiment retourné contre eux dans la région et même au sein de la Maison-Blanche, où l'équilibre du débat semble avoir changé. Et il est devenu très, très clair que ce qu'Israël fait coûte désormais de plus en plus cher à Trump. Et cela m'amène au deuxième facteur, qui est la véritable raison pour laquelle cela lui coûte. Au cours des derniers mois seulement, nous avons assisté à une chute spectaculaire de la position d'Israël au sein de la base America First. Et c'est le noyau dur de Trump. Leurs chiffres se sont effondrés. Les gens se sont retournés contre le génocide. Marjorie Taylor Greene a utilisé le mot « génocide » bien avant Bernie Sanders. Steve Bannon exprime sa colère, attaquant presque quotidiennement Netanyahou, Tucker Carlson et bien d'autres, y compris Charlie Kirk d'ailleurs, qui pour la plupart le faisait en privé. Mais nous savons désormais certaines des choses qu'il a faites en coulisses. Trump a déjà déclaré publiquement que cela lui coûtait. Il aurait dit aux Israéliens, « Vous ne pouvez pas vous battre contre le monde entier ». Je pense que la frappe de Doha a fini par être le déclencheur qui a tout rassemblé. Contrairement à Biden, qui soit n'a pas eu le courage, la détermination ou les tripes d'agir, soit n'a pas vu que cela lui coûterait beaucoup, même si cela lui a sans doute coûté l'élection. Trump semble avoir compris la situation et agit. Maintenant, rien n'en sortira, à moins qu'il ne maintienne la pression. Et c'est là une autre grande différence. Il est prêt à protéger Netanyahou. Biden ne l'a jamais été. Je trouve cela intéressant, car en ce moment, certains membres de l'équipe de Biden commencent à revendiquer le mérite de cet accord, affirmant qu'ils en ont jeté les bases. Ils ont préparé le terrain pour le génocide. Si vous voulez vous attribuer le mérite de l'accord, vous devez aussi assumer la responsabilité du désastre qu'ils ont provoqué ici. Mais la différence essentielle dans les éléments, c'est que oui, ils ont peut-être travaillé sur un plan très similaire à ce que cela a fini par devenir.
L'ingrédient clé qui le rend possible, cependant, c'est la volonté d'exercer une pression sur Netanyahou. Nous ne l'avons jamais vu sous Biden, et nous ne l'avons vu que de manière temporaire, épisodique, sous Trump. Pour que cela fonctionne réellement, il faut que ce soit constant et soutenu. Nous ne l'avons pas encore constaté. Donc, encore une fois, raison d'être sceptique. La raison d'être optimiste, c'est que cela coûte désormais quelque chose à Trump, et qu'il agit selon son propre intérêt, ou selon la manière dont il le perçoit, d'une façon qui montre qu'il n'est pas prêt à sacrifier cela pour Netanyahou ou pour les Israéliens. Cela dit, je pense qu'il faut aussi reconnaître que même si tout cela se produit, s'il ne s'engage pas dans une démarche qui traite réellement de l'occupation, alors cela nous ramène simplement à la situation d'avant le 7 octobre. Ce n'est pas un accord de paix en ce sens. Revenir au 6 octobre, sous quelque forme que ce soit, n'est pas un accord de paix. Mais c'est néanmoins une étape nécessaire pour obtenir un cessez-le-feu et s'assurer que ce cessez-le-feu devienne permanent avant de pouvoir aborder toutes les autres questions. Ainsi, même juste après la conclusion de l'accord de cessez-le-feu, le président Trump a ordonné à Israël d'arrêter de bombarder Gaza. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ont bombardé jusqu'à la dernière minute ce matin, ou à midi je suppose, en Asie occidentale. Et il faut noter que nous n'avons pas besoin de remonter à l'accord sur les otages de janvier, qui a été annulé par les Israéliens. Regardez ce qui s'est passé au Liban. Israël avait accepté de se retirer du Liban. Il ne l'a pas fait. Israël avait accepté un cessez-le-feu. Il a violé ce cessez-le-feu 4600 fois. Il a frappé des installations de l'ONU. Il a frappé des Libanais de toutes sortes. Il n'y a aucune raison de croire qu'Israël se comportera différemment, étant donné que son objectif reste l'expulsion de tous les Palestiniens, ou du plus grand nombre possible, de Palestine. Permettez-moi de parler brièvement et de soulever quelques réserves quant à votre traitement de la question de la base politique intérieure du soutien de Trump à Israël. Il est vrai que divers commentateurs en ligne, Tucker Carlson et d'autres, ainsi qu'un ou deux membres du Congrès, comme Marjorie Taylor Greene, l'ont attaqué pour sa soumission à Israël, essentiellement pour les mêmes raisons. Que cela est humiliant pour un patriote américain, un nationaliste. Il ne semble pas y prêter la moindre attention. Je ne suis pas sûr qu'il le fera, car les forces contraires à cela sont déjà en mouvement. Je crois qu'il y a eu un investissement de 145 millions de dollars dans la manipulation des réseaux sociaux par le ministère israélien des Affaires stratégiques. Nous voyons le rachat de TikTok par des milliardaires sionistes qui proposent de modifier l'algorithme afin de favoriser Israël et de bloquer toute information défavorable à son sujet. Je ne sais pas s'ils en sont réellement capables ou non, mais c'est leur objectif. Ce sont là les signes d'une reconnaissance assez désespérée de la part d'Israël qu'il est en train de perdre la bataille des relations publiques aux États-Unis. Il perd le soutien de la grande puissance extérieure dont il a besoin pour survivre, et il doit agir en conséquence, et il s'y emploie avec acharnement. Je soupçonne donc que tout effort de Donald Trump, ou toute inclination qu'il pourrait avoir à exercer une forte pression sur les Israéliens, sera vigoureusement contré par ses donateurs et d'autres personnes envers qui il est redevable. Je remarque que les deux négociateurs ici, Jared Kushner et Stephen Witkoff, sont tous deux sionistes, et qu'il n'y a eu aucune consultation avec un Palestinien, pas même avec l'autorité palestinienne, qui est un sous-traitant de l'occupation au sujet des intérêts palestiniens. Et je ne suis pas sûr que quiconque, au sein du gouvernement américain, reconnaisse les intérêts palestiniens, qui ont toujours été l'autodétermination et essentiellement le souhait d'être laissés tranquilles par les Israéliens.
Donc je ne suis pas certain que tu aies raison de dire que beaucoup de choses ont changé. Ce serait agréable de le penser. Tu pourrais bien avoir raison à ce sujet. Au bout du compte, je pense que nous voyons Trump réagir au fait que sa base commence à se distancier des Israéliens. Et bien sûr, il y a une énorme différence entre la base et les donateurs. Nous avons vu comment la classe des donateurs, même ceux qui soutiennent Trump, comprend un fort contingent de personnes comme Myriam Adelson et d'autres qui le poussent à bombarder l'Iran et à entreprendre ce genre d'action. Mais je trouve ça fascinant. Si on y regarde de plus près, il a dit à l'un de ses donateurs à la fin juillet, « Mon peuple commence à te détester. » C'est exact. D'accord. Tu sais, je veux dire, il reconnaît lui-même que c'est un défi pour lui. N'est-ce pas? Il a dit à Sean Hannity qu'il avait dit à Netanyahou, « Tu ne peux pas continuer à te battre contre le monde entier tout le temps. » Ce qui, à mon avis, porte un message implicite. Je peux t'aider et te protéger pendant que tu choisis de te battre contre le monde entier. Cela devient un coup pour lui. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il fait un pas dans cette direction sans risquer d'être repoussé dans la direction opposée. Donc, tu pourrais tout à fait avoir raison. Mais nous voyons ici une forme de dynamisme que franchement, nous n'avions pas observé auparavant, ni avant l'arrivée de Trump, ni avec Biden. La question est de savoir si cela peut mener à un scénario où au minimum cela aboutirait à un cessez-le-feu permanent. Et quant à savoir s'il ira jusqu'à une véritable paix, bien sûr, il faut garder des attentes très modestes à ce sujet. Mais mettre fin à cette guerre, à ce massacre, à ce génocide, non pas par compassion particulière pour les Palestiniens, mais parce que cela commence à nuire à ses propres intérêts. Je pense qu'il ne faut pas complètement écarter cette possibilité. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a aussi un cycle politique intérieur, lié à la dépendance envers les donateurs. Nous avons des élections de mi-mandat l'année prochaine. Et puis le président Trump, pour des raisons à la fois constitutionnelles et de toute évidence physiques et mentales, ne pourra pas se représenter. Donc la situation va évoluer. Peut-être que cela lui donnera la liberté qu'il n'a pas eue jusqu'ici pour affronter plus fermement les Israéliens. C'est une possibilité. Mais je sais qu'il a ruiné les relations américaines avec le monde entier et qu'il vient d'avoir une crise de colère, je crois que c'était aujourd'hui, à propos des Chinois qui nous imposent des contrôles à l'exportation, calqués sur les nôtres à leur égard, ce qu'il semble juger injuste. Il est donc évident qu'il n'a jamais lu la version de la règle d'or du rabbin Hillel, qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent ». Et cela s'inscrit dans un contexte plus large. Si tu lis cette crise de colère sociale contre les Chinois, comme je l'ai fait, ce n'est pas seulement incohérent, mais rempli d'absurdités ridicules. Savais-tu, Trita, qu'il y a un conflit vieux de 3000 ans en Terre Sainte? Je veux dire, prenons un peu de recul et reconnaissons que les États-Unis ont lié leur avenir à quelqu'un dont C. Hersh vient de parler. Et C. Hersh est un journaliste très fiable. Les gens autour de Trump à la Maison-Blanche disent que cet homme souffre d'un cas de démence grave et de plus en plus sérieux. Un peu comme Joe Biden, bien que Joe Biden ait réussi à le dissimuler, ou plutôt que les gens autour de lui aient réussi à le dissimuler. De toute évidence, c'est trop flagrant dans le cas de Trump, et il n'a pas le même type de loyauté de la part de ses subordonnés que Biden avait. Ils sont motivés par l'intérêt personnel plutôt que par l'admiration, même s'ils en ont assez. Donc je pense qu'il y a un dernier point ici, à savoir que c'est Trump. Je veux dire, il est comme l'empereur dans les habits neufs de l'empereur. Où est l'enfant qui viendra lui dire
tu es nu, tu n'as pas de vêtements. Parce que tous ses conseillers lui disent « Vous auriez dû recevoir le prix Nobel », et ainsi de suite, le prix Nobel de la paix. Il y a une chronique très amusante d'un auteur français disant que l'année X, Trump remportera tous les prix Nobel et donnant les raisons pour chacun. Et vous savez, c'est probablement un objectif de cet homme à ce stade. Alors à quel moment va-t-il réellement renouer avec la réalité? Il en est assez détaché. Vous savez, dans sa déclaration sur la Chine, il a dit « Nous avons eu d'excellentes relations avec la Chine au cours des 6 derniers mois. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela. Eh bien, nous avons, vous savez, multiplié les efforts pour affaiblir leur économie de manière régulière. Donc, une partie de la mégalomanie et du narcissisme que nous avons tous observé est bien présente. Et je me demande comment cela influence cette question. Enfin, Trita, puisque c'est vraiment votre domaine, il y a aussi la possibilité que les Israéliens tentent une nouvelle attaque contre l'Iran dans un avenir proche. Et j'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Oui, parce qu'il y a eu un appel téléphonique entre Netanyahou et Poutine. Poutine a mentionné que Netanyahou lui avait dit qu'il n'allait pas attaquer l'Iran, qu'il n'allait pas aller dans cette direction. Est-ce que quelqu'un croit Netanyahou? Vladimir Poutine est-il un dupe? Je ne le pense pas. C'est donc une déclaration intéressante de M. Netanyahou, mais la réaction normale serait d'y voir une tromperie. Exactement, à ce stade. Permettez-moi d'aborder ce point. Laissez-moi d'abord dire une chose à propos des déclarations émanant du Hamas, qui misent aussi explicitement sur Trump. Je pense qu'il faut être très clair. Les membres du Hamas ne sont pas aussi naïfs. C'est une stratégie, et une stratégie née de la nécessité. Ils n'ont pas beaucoup de cartes fortes en main. Ils ont besoin d'une issue, et ils subissent une pression énorme du Qatar, de la Turquie et de l'Égypte pour accepter un accord. Et les menaces proférées par Trump également, selon lesquelles, s'il n'accepte pas, il ira de concert avec les Israéliens, sont évidemment quelque chose qu'ils ne peuvent pas simplement ignorer. Mais ils avaient besoin d'une forme de garantie que cela ne se terminerait pas comme l'accord de janvier. Et une telle garantie n'existe pas. Le plus proche qu'ils puissent obtenir, c'est d'essayer de faire en sorte que Trump s'approprie complètement cet accord, qu'il le personnalise à tel point qu'il devienne un moyen de dissuasion contre une éventuelle tentative israélienne de le saboter. Ce n'est en aucun cas infaillible. En réalité, cela pourrait ne pas fonctionner du tout. Mais je pense que cela reflète la position de faiblesse dans laquelle se trouve le Hamas. C'est ce qu'ils ont dû faire pour obtenir une sorte de garantie que cela ne se terminera pas par un sabotage israélien, comme cela a été le cas avec les accords précédents. En ce qui concerne les attaques contre l'Iran, je pense que c'est la seule chose qui a changé depuis notre dernière discussion à ce sujet. Mon opinion était qu'avant la fin décembre, une attaque était probable. La seule chose qui a changé dans tout cela, c'est le dépassement des limites par les Israéliens en frappant Doha et la manière dont cela s'est retourné contre eux à la Maison-Blanche. Qui sait si cela va devenir la nouvelle norme ou simplement une situation temporaire. Dans un mois et demi, les Israéliens pourraient de nouveau se retrouver dans une position où ils estiment avoir la marge de manœuvre politique nécessaire pour amener Trump à accepter un nouveau cycle de guerre ici. Nous n'en savons rien. Mais pour l'instant, je pense que cela a probablement rendu les choses plus difficiles pour les Israéliens. Pour les Israéliens, ou les médias israéliens, ou d'autres, divulguer ou prétendre qu'ils ont dit ce genre de choses à la Russie. Tout d'abord, il se peut qu'il l'ait effectivement dit à la Russie, mais cela ne veut pas forcément dire grand-chose.
Il se peut aussi qu'il s'agisse simplement d'une fuite destinée à faire exactement ce que Chasse a décrit, une manœuvre de tromperie. Si les Israéliens prévoient une attaque, comme je crois l'avoir mentionné la dernière fois que nous en avons parlé, ils ne vont pas l'annoncer à l'avance comme ils l'ont fait auparavant. La dernière fois, c'était tellement évident que personne, y compris les Iraniens, ne les a crus. Et cela s'est avéré être une erreur. Cette fois-ci, tout le monde les croira s'ils annoncent leurs intentions, donc ils ne le feront pas. Si cela se produit, ce sera probablement de manière totalement inattendue. Oui, je pense que c'est juste. Très perspicace. Et je dirais simplement qu'il y a un autre facteur ici dont vous avez déjà parlé, à savoir la capacité iranienne en matière de missiles, qui s'étend désormais à un essai apparent d'un missile balistique intercontinental, manifestement dirigé contre nous. Ils ont appris de la Corée du Nord que la seule réponse en matière de sécurité nationale, si l'on est attaqué ou sous la menace de quelqu'un soutenu par les États-Unis, est de pouvoir frapper directement les États-Unis. Mais le point essentiel ici est que les capacités techniques de l'Iran dans le domaine des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones sont tout à fait redoutables. Ils se sont retenus assez fortement lors du dernier affrontement. Je ne pense pas qu'ils se retiendront cette fois-ci. Et les Israéliens doivent être conscients que s'ils attaquent l'Iran, dans presque toutes les circonstances prévisibles, ils subiront une terrible riposte qui touchera leur population civile au moins autant que leurs forces armées. C'est donc un autre facteur à prendre en compte. Mais je reviens sur ce point, Trita. La Hasbara d'Israël, très habile, ses efforts d'exonération ou d'exculpation, a réussi à diaboliser tous ses ennemis aux yeux de l'Américain moyen, qui ne sait rien d'eux, ni de leur histoire, ni même des réalités contemporaines de la région. Je ne suis donc pas sûr que nous ayons beaucoup de marge. Vous savez, on pourrait très bien voir surgir une sorte de « Hurrah, 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 notre puissante armée frappe encore ». Ce n'est pas impossible à imaginer. Et nous savons qu'il y a eu des mouvements de navires, de ravitailleurs aériens et d'autres mécanismes de soutien logistique destinés, je dirais, à la défense d'Israël et non à une attaque contre l'Iran. Si c'est bien pour la défense d'Israël, je ne vois aucune raison de penser que ce sera plus efficace que les tentatives précédentes, qui n'ont été que partiellement couronnées de succès. Si je pouvais ajouter une chose à ce que vous avez dit, je pense que nous avons trop peu d'informations à ce stade pour savoir si les Iraniens ont réellement testé un missile balistique intercontinental ou dans quelle mesure ce test a été réussi. Mais un facteur dont nous devrions être conscients, c'est qu'il est très probable que ce missile ne soit pas destiné à frapper le territoire américain. Je pense que l'objectif plus immédiat est que les États-Unis ont retiré une grande partie de leurs moyens de la région avant d'attaquer l'Iran la dernière fois, afin de rendre aussi difficile que possible pour les Iraniens d'avoir des cibles de représailles en vue. En étendant leur capacité de missiles, les Iraniens font en sorte que de nombreux endroits où les États-Unis ont déplacé leur matériel et leur personnel puissent à nouveau se retrouver à portée des missiles iraniens. Ainsi, l'idée que les États-Unis puissent continuer à frapper l'Iran sans trop s'exposer, sans que leurs troupes, leur équipement ou leurs bases soient vulnérables, devient plus difficile à soutenir à mesure que la portée des missiles iraniens s'étend. Ambassadeur, je voulais poser la question à Trita, mais je vais vous la poser à vous. Écoutez, Trita a mentionné les noms de Charlie Kirk et Tucker Carlson, et nous avons entendu Steve Bannon parler d'Israël en disant « Si vous voulez combattre l'Iran, allez-y vous-même. Nous ne serons pas là pour vous aider. » Ce sont des figures importantes au sein du Parti républicain. Nous savons que de nouveaux sondages aux États-Unis
montre, comme l'a rapporté CNN, que les gens ici changent d'avis en se tournant vers l'Est, vers ce qui se passe au Moyen-Orient. Et Charlie Kirk faisait partie de cela, comme l'a mentionné Tucker Carlson. Avant toute cette folie entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, il a essayé de préciser qu'il n'allait pas soutenir le président des États-Unis dans une attaque contre l'Iran. Comment voyez-vous l'opinion publique? L'influence de l'opinion publique sur l'administration et sur ses personnalités, qui selon moi sont importantes pour la base électorale de Donald Trump, la base MAGA. Eh bien, c'est de la faction nationaliste de MAGA dont vous parlez. Ce sont des compagnons de route de MAGA. Ils n'en constituent pas le noyau. Ce sont des patriotes qui se sentent humiliés par la soumission américaine aux politiques israéliennes. Et sur cette question, ils se sont détachés du président Trump. Mais je sais que sur d'autres sujets, ils le soutiennent encore. C'est une sorte de fracture très compartimentée. Nous venons de voir sur la BBC, Tucker Carlson prononcer une longue diatribe essentiellement raciste sur le fait que les États-Unis étaient si heureux lorsqu'ils étaient entièrement blancs et chrétiens, et que maintenant ils ne le sont plus, que tout s'effondre, et ainsi de suite. Et c'est très négatif. Ce n'est pas cohérent avec la position nationaliste des autres. Je sais que leur opposition à la première frappe des Américains contre l'Iran a été inefficace. Elle n'a pas convaincu le président Trump de ne pas la lancer. Elle l'a peut-être convaincu de limiter la frappe afin qu'elle soit transactionnelle et tactique dans ses effets et non stratégique. Et cela était important. Je ne pense pas que ces personnes soient sans oreille à la Maison-Blanche, mais je ne surestimerai pas leur influence. Puis-je dire quelque chose à ce sujet? C'est vrai, ils ont perdu. Et c'était un combat très, très intense. Ce qu'il est important de reconnaître avec Chas, c'est qu'ils étaient la seule autre voix. La voix à laquelle la Maison-Blanche prêtait essentiellement attention provenait soit des éléments néoconservateurs autour de Rubio, soit de l'autre côté de cet autre groupe, les restrictionnistes, certains partisans de l'America First, qui s'y opposaient. C'étaient les seuls. Personne d'autre ne comptait vraiment. L'establishment démocrate, évidemment, cette administration s'en moquait complètement, tout comme de ces mouvements. Donc c'est la seule autre force qui existe actuellement dans la configuration politique de Washington pour s'y opposer. Je pense personnellement que le résultat final a été une situation dans laquelle la Maison-Blanche et le chef de cabinet de la Maison-Blanche ont essentiellement essayé de couper la poire en deux, donner quelque chose à chaque camp, mais sans accorder à aucun d'eux tout ce qu'ils voulaient. Le camp Israël d'abord, les Israéliens, ce groupe voulait une guerre totale, une implication complète des États-Unis, et pas seulement une frappe contre les installations nucléaires. Les partisans de la retenue et les autres ne voulaient aucune implication, conscients que cela influencerait négativement les choix ultérieurs de Trump, compromettrait les chances d'obtenir un accord et laisserait les États-Unis constamment à la merci d'une éventuelle reprise de la guerre par les Israéliens. Ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Mais cela s'est finalement limité à une frappe restreinte que la Maison-Blanche a ensuite tenté d'utiliser pour mettre fin à la guerre. S'il n'y avait pas eu cette autre force, nous serions probablement dans une situation bien pire que celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Au cours des derniers mois, ce groupe a été en recul. Ils ont perdu beaucoup de batailles. C'était franchement assez choquant de voir à quel point ils en ont perdu autant jusqu'à présent. Puis sont venues les frappes de Doha. C'est à ce moment-là que l'équilibre s'est de nouveau déplacé. Est-il suffisamment déplacé? Probablement pas. Mais il l'a été assez pour que la Maison-Blanche agisse
et prennent une initiative que personne ne s'attendait à la voir prendre. Mon organisation travaille en étroite collaboration avec certains des pays de l'ONU qui préparaient la conférence sur la création d'un État palestinien, dirigée par les Saoudiens et les Français. Et cela avait été, dans une large mesure, conçu comme un processus alternatif, car Oslo est clairement mort, mais quelque chose qui pouvait maintenir un certain effort en vie afin d'assurer la création d'un État palestinien. Ils ont tous été complètement pris par surprise lorsque, sans prévenir, la Maison-Blanche a présenté cette proposition. Et je pense que cela est venu, encore une fois, en mettant de côté toutes ces imperfections, précisément à la suite du dépassement de limites lors de la frappe à Doha et de l'immense impopularité d'Israël au sein même du camp de Trump. Tout cela s'est combiné et a créé une nouvelle constellation. Reste à savoir si cela peut être maintenu, si cela peut mener à quelque chose de plus durable. Mais pour l'instant, il n'y a que deux options en présence, soit le camp néoconservateur, soit celui-ci. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point. Ambassadeur, pensez-vous qu'il existe encore une voie vers la diplomatie avec l'Iran? Parce que lorsque je regarde les médias iraniens et la manière dont ils s'expriment, il semble que les personnes qui souhaitent une meilleure relation avec l'Occident deviennent de plus en plus faibles. Je ne vois pas leur position s'améliorer en Iran. Eh bien, je pense que vous avez raison à ce sujet. Les États-Unis n'offrent pratiquement aucune diplomatie et personne d'autre non plus. Les Européens se sont docilement retirés du JCPOA, l'accord sur le nucléaire, avec le mécanisme de rétablissement des sanctions, ce qui est bien sûr une décision absurde puisqu'elle punit l'Iran pour quelque chose que les États-Unis ont en réalité fait eux-mêmes, à savoir démanteler l'accord nucléaire et le violer, sans en respecter les obligations. Mais les Européens ont ainsi démontré leur fidélité à Washington, ce qui, on peut le dire, les aide sur d'autres questions plus proches et plus épineuses comme l'Ukraine, qui se vide de son sang et pour laquelle ils n'ont pas non plus de solution. Donc je pense que les perspectives de diplomatie ne sont pas très bonnes avec l'équipe actuelle. Autant que je sache, aucun d'entre eux n'a d'expérience, à part ces quelques premières rencontres avec les Iraniens à Mascate et à Rome, ni de réelle connaissance des Arabes ou de la région, en dehors de ce qu'Israël leur a servi à la cuillère. Je ne pense pas qu'ils connaissent les Turcs ni les autres acteurs clés, et je ne suis pas sûr qu'ils aient une quelconque vision stratégique. Ils essayent simplement, comme l'a dit Jared Kushner, de les amener à dire oui, puis de régler les détails. Mais en réalité, on ne peut pas faire cela si c'est un jeu à somme nulle, ce qui est la manière dont beaucoup de choses ont été présentées. L'astuce consiste à prendre ce jeu à somme nulle, à le renverser et à en faire quelque chose dont les deux parties peuvent tirer profit. Je ne vois aucune preuve d'imagination à ce niveau chez ceux qui pourraient être impliqués dans la diplomatie avec l'Iran. Trita, la situation de l'Iran avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis, pousse-t-elle l'Iran à se tourner vers l'Est? Et jusqu'où pensez-vous qu'ils iraient dans cette direction? Merci, Nima. Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. Le débat en Iran a changé de manière spectaculaire, et peut-être de façon compréhensible. C'était la position la plus souple que j'ai jamais vue de la part des Iraniens en matière de négociation. Ils ont envoyé tous les signaux clairs, ils ont fait toutes les concessions nécessaires, et ils ont été bombardés à la place. Donc, l'idée qu'il existe une voie possible avec l'Occident est évidemment très difficile à faire accepter aux Iraniens en ce moment. Cela dit, il se peut qu'une telle voie soit nécessaire. Ce n'est pas comme s'ils étaient dans une position confortable leur permettant de fermer les yeux et de faire comme si l'Occident n'existait pas,
ou qu'il n'avait plus d'importance. Au bout du compte, l'imposition des sanctions prévues par la loi sur le personnel va leur poser certains défis et ils devront y faire face d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je pense pour l'instant, j'ai vu certains rapports selon lesquels Trump affirme qu'il y a eu des discussions avec les Iraniens, mais je n'en suis pas si sûr. Je crois que la diplomatie ne devrait peut-être pas être poursuivie en ce moment. Et la raison en est que la Maison-Blanche et le président semblent actuellement penser que les Iraniens sont tellement affaiblis qu'ils n'ont d'autre choix que de capituler. Le seul intérêt qu'ils trouvent aux négociations est essentiellement d'obtenir leur capitulation par écrit. Je pense que c'est une lecture totalement erronée de la situation. Les Iraniens ne vont pas capituler. Cela ne veut pas dire qu'ils sont en position de force, ni qu'ils ne se trouvent pas dans une situation très précaire. Mais la capitulation n'est pas une option, ni sur la question nucléaire, ni sur aucune autre. Donc, si l'on s'assoit à la table maintenant, et que l'attente de Trump est, eh bien, soit il capitule, soit je devrais revenir à l'action militaire. Alors, dans les circonstances actuelles, ils ne capituleront pas, et il sera en pratique poussé à recourir à une action militaire. Je pense donc qu'il serait probablement bien préférable de poursuivre la voie diplomatique dans quelques mois, après que la Maison-Blanche se sera peut-être débarrassée de l'idée que les Iraniens vont capituler. Ce que nous voyons en ce moment, c'est une pression maximale 2.0 mise en place. Et la Maison-Blanche va probablement poursuivre cette stratégie pendant encore 9 à 12 mois, avant d'être même disposée à réévaluer si cela fonctionne ou non. C'est ce que je soupçonne. Et pendant cette période, si vous poussez aux négociations, vous risquez involontairement de vous retrouver dans une situation où Trump conclurait que sa seule option restante, en raison de l'absence de capitulation, est de recourir à davantage d'actions militaires. Tout cela est vrai. Et il faut se rappeler l'exemple de la pression maximale exercée sur Pyongyang, sur la Corée du Nord, et les résultats que cela a donnés. Je dirais que l'Iran est un État-civilisation très fier. Il ne va pas capituler. Trump et son entourage se trompent dans leur évaluation du rapport de force dans la région. Et pendant que nous en parlons, il faut prêter attention au fait que le rapprochement entre les Arabes du Golfe et l'Iran se poursuit, tout comme celui entre l'Égypte et l'Iran. L'Iran aurait également conclu un achat d'armes auprès de la Turquie, qui est un allié de l'OTAN, mais plutôt indépendant, en totale indifférence aux efforts américains visant à imposer des sanctions automatiques contre l'Iran. Permettez-moi de dire ceci. Concernant le rétablissement des sanctions, les Chinois et les Russes ont clairement indiqué qu'ils ne considéraient pas le vote comme légitime pour la raison que j'ai mentionnée, à savoir que le responsable de la destruction du JCPOA n'était pas l'Iran, mais les États-Unis. Et l'Iran ne mérite pas d'être puni pour avoir été la victime d'une erreur américaine. Ils ne respecteront donc pas cette décision. La Turquie, de toute évidence, ne semble pas vouloir la respecter non plus. Je ne pense pas que les Arabes du Golfe aient le moindre intérêt à la respecter. Par conséquent, je pense que tu as raison, Trita. Ce n'est pas un moment propice à la diplomatie. Et si l'on essayait de s'y engager, le choc de la réalité lors des discussions avec les Iraniens pourrait effectivement pousser Trump à recourir à la force. Trita, juste pour conclure cette session, pensez-vous que l'Iran est en train de modifier d'une manière ou d'une autre la grande stratégie de la République islamique à l'égard des États arabes de la région? Et comment cela a-t-il évolué jusqu'à présent? Je ne suis pas si sûr que cela soit en train de changer. Cela continue sur une trajectoire amorcée il y a quelques années,
la décision d'investir davantage dans la région et davantage en Russie et en Chine afin d'isoler l'Iran des pressions occidentales. La région est très importante pour une raison simple. C'est là que les États-Unis peuvent interférer avec tout commerce qu'ils considèrent comme une violation de leurs sanctions. Même si ces sanctions ne sont évidemment pas des lois entre l'Iran et l'Irak. Mais malgré tout, c'est là que l'Iran peut commercer sans risquer de voir comment les États-Unis, en utilisant l'infrastructure financière mondiale comme un outil américain, ont réussi à freiner une grande partie du commerce de l'Iran avec d'autres pays. La région est donc très importante, et elle le sera encore plus à l'avenir qu'elle ne l'était auparavant. Et je ne vois pas de changement de trajectoire, je vois une intensification d'une stratégie déjà existante. Au risque d'être accusé d'irréalisme, permettez-moi de rappeler que les sanctions non approuvées par les Nations Unies sont illégales. Elles n'ont aucune validité. Par conséquent, leur application est entièrement illégale. Un exemple du principe selon lequel la force prime le droit. Elles n'ont aucun pouvoir de persuasion. Elles irritent, agacent et aliènent les autres au lieu de les inciter à soutenir la politique qui les sous-tend. Enfin, en ce qui concerne les relations dans le Golfe Persique, les côtés Est, Ouest et Sud du Golfe sont d'immenses sources de capitaux et de technologies. Il existe là une complémentarité naturelle. L'Iran dispose d'une population très intelligente et bien éduquée, d'une main-d'œuvre solide, et il a désespérément besoin de davantage d'apports en capitaux et en technologie. Il ne les obtiendra donc pas uniquement de la Chine et de la Russie. Il les obtiendra de l'autre côté du Golfe, à mon avis, quoi que fassent les États-Unis. Et cela, à son tour, mettra à rude épreuve la relation des États-Unis avec les pays du Conseil de coopération du Golfe. Merci beaucoup, ambassadeur Chas Freeman et Trita Parsi. C'est un grand plaisir de vous avoir tous les deux parmi nous. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est un grand plaisir d'être avec vous et toujours avec Chas, bien sûr. Merci. Et Nima, j'ai entendu un de tes enfants s'exclamer bruyamment à propos de quelque chose que Trita a dit avant que tu ne l'interrompes. Je suis d'accord avec ton enfant. Il vaut la peine d'être écouté. Merci. Ouais. Merci.